Pile-Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, Alice, au pays des idées, avec Roger-Paul Droit. Des interrogations et des inquiétudes, depuis quelque temps, Alice en a de plus en plus. Elle s'interroge sans cesse sur l'avenir de la planète, la survie de l'humanité. Pourquoi les humains se font-ils la guerre? Pourquoi détruisent-ils la terre, les animaux, la vie? Que faire pour arrêter ce carnage? Comment vivre tous différents sans saccager le monde? Est-ce possible? Où trouver le chemin? Et ma petite existence, à moi, songe Alice. Que vais-je en faire? Quel métier? Quelle ville? Quels amours? Quel avenir? Et avec quelle boussole? Bonjour Roger-Paul Droit. Bonjour Marc. Alors je viens de lire quelques lignes du début de votre nouveau livre Alice au pays des idées, qui vient de paraître, donc qui paraît dans quelques jours. Qui paraît le 30 janvier. Voilà, qui paraît le 30 janvier. En librairie le 30 pas janvier. encore paru, donc, aux éditions Albin Michel. Donc, Roger-Paul Droit, je rappelle, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que vous êtes philosophe, que vous avez été chercheur au CNRS et que vous avez écrit un nombre incalculable de livres. Non, il est calculable, enfin une bonne. Il est calculable. Une Oui. oui. C'est un nombre fini, mais il n'est pas fini, d'articles, etc. Mais je préfère qu'on réserve du temps, et tout le monde trouvera la liste de ces livres, à ce dernier livre qui est absolument magnifique et qui s'intitule Alice au pays des idées. Alors, évidemment, Alice, c'est une jeune fille qui se pose beaucoup de questions, on l'a vu, on l'a entendu, sur la vie, et c'est un roman. Et ce roman, c'est la découverte d'une question qui est finalement la question que nous nous posons tous. C'est comment vivre? Alors c'est une question elle-même éternelle d'une certaine manière, mais Alice, c'est une jeune fille d'aujourd'hui. Et dans ce roman que j'ai voulu accessible à tous, contemporain, enfin actuel, direct, elle se demande, et vous l'avez tout à fait bien résumé en lisant ces quelques lignes qui sont dans la première page, elle se demande, et de façon anxieuse, ce que va devenir la planète, ce que va devenir la biodiversité, ce que va devenir l'humanité, ce qu'elle va devenir elle-même, et elle rêve de trouver une boussole et de se faire tatouer sur son avant-bras, comme le font aujourd'hui tant de jeunes gens et de jeunes filles, une phrase qui la guide. Une sorte de boussole, si vous voulez, ce qui lui permettrait d'avoir un cap, d'être toujours à peu près à savoir où aller, comment et comment faire. Et cette phrase magique, elle voudrait la trouver et se la faire tatouer. Et, j'ai dit c'est une jeune fille d'aujourd'hui, mais si elle s'appelle Alice, c'est parce que sa mère lui lisait, petite, Alice au pays des merveilles, le grand texte de Lewis Carroll, et j'ai voulu adapter, tout à fait librement évidemment, cet univers un peu fantastique, non plus au pays des merveilles, mais en inventant le pays des idées. Et alors un matin, la jeune Alice, qui est un peu plus grande que l'héroïne de Lewis Carroll, qui était encore une petite fille, un peu naïve, elle, c'est une jeune femme qui commence à entrer dans la vie et la réflexion. Et ben, quand elle était petite, elle allait au bout du jardin voir s'il n'y avait pas le terrier, le fameux terrier du lapin, vous savez, qui regarde sa montre et qui, chez Lewis Carroll, dit « je vais être en retard », et qui conduit au pays des merveilles. Et elle va un peu en pèlerinage d'enfance, comme ça, au bout du jardin pour voir.
Mais là, surprise, il y a un vrai, immense terrier où elle se trouve happée et elle tombe dans le pays des idées. Et le pays des idées, c'est un lieu où tous les sages, tous les philosophes, tous les penseurs de tous les siècles, de toutes les cultures, de toutes les langues coexistent et vivent côte à côte, si je puis dire, indépendamment des siècles, des civilisations, etc. Et elle part dans ce monde étrange à la recherche de sa phrase guide, en dialoguant avec, on ne va pas faire la liste parce qu'ils sont une bonne... Ils sont il y a toute l'histoire de la 25. philosophie. Voilà, elle va dialoguer. Européenne, occidentale, orientale, enfin, il y a tout, quoi. Voilà, en compagnie alors de quelques personnages eux-mêmes fantaisistes et un peu fantastiques, qui sont un kangourou qui s'appelle joliment Isgourpa et qui a toutes les fiches bibliographiques, toutes les références, toutes les explications comme ça. Très pratique, ce Voilà, kangourou, pour donner toutes les références sans ennuyer les gens. Ouais. Voilà, et puis il y a deux souris, une folle et une sage, qui sont un peu comme les deux versants de l'esprit humain, et une grosse dame qui s'appelle la fée objection, et qui évidemment, quelle que soit la thèse ou le moment du dialogue, dit qu'elle n'est pas d'accord, elle explique pourquoi, et tout ça. L'idée, si vous voulez, c'est de faire comprendre à travers les pérégrinations d'Alice, parce qu'elle va passer, évidemment, d'époque en époque, de doctrine en doctrine, dialoguer aussi bien avec Socrate, Platon, Aristote, Marc Aurèle, que dans l'époque contemporaine avec Hegel. Elle prend le thé avec Marx au British Museum, où il travaille. À chaque fois, j'ai essayé, si vous voulez, que ça soit incarné, que l'on sache où on se trouve, dans quel genre de décor, dans quel lieu, mais aussi que la recherche de sa phrase magique, qui est le fil directeur, ne soit pas simplement une phrase, mais donne évidemment l'aperçu d'une doctrine, d'une pensée, d'un tournant de l'histoire de la philosophie, et même plus généralement de l'histoire des idées, parce que il était bien évidemment aussi question des sagesses, il est question des spiritualités et des religions. Et l'idée, c'est que, comme qu'il y ait des réponses, évidemment, à son anxiété et à ses questions, et surtout, finalement, qu'Alice, à mesure, et j'espère les lecteurs aussi, comprennent qu'il faut évoluer, si vous voulez, que les choses ne sont pas unilatérales, ne sont pas noires ou blancs, mais que la complexité, la diversité, la richesse des pensées du monde doit nous inciter à continuer à réfléchir pour sortir de nos impasses contemporaines autant que possible. Oui, c'est ça, parce que c'est une des caractéristiques très, très originales de ce livre, disons de ce roman philosophique, appelons-le comme ça, c'est que Alice fait une traversée du temps et de l'histoire de la philosophie avec des questions qui sont des questions actuelles. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de la philosophie où elle se promène par hasard comme ça. Elle y va vraiment avec un questionnement, qui est le questionnement des enfants, des jeunes d'aujourd'hui, enfin, de tout le monde actuellement. Donc, est-ce que finalement la philosophie, ça sert à ça? Est-ce que ça sert à répondre à des questions actuelles? Ça peut. Et à mon avis, ça doit. C'est-à-dire qu'il y a finalement deux écueils, si vous voulez, peut-être deux erreurs qui me semblent à éviter. La première, c'est d'imaginer que tout ça, c'est fini. Que finalement, ce que disaient les Grecs ou les gens du Moyen-Âge ou ceux de l'âge classique ou des Lumières ou du 19e siècle, c'est du passé. Ça ne nous concerne plus parce que nous avons finalement d'autres problèmes liés au numérique, à la globalisation, à l'intelligence artificielle, à la procréation médicale assistée, à la reprise en quelque sorte par l'humanité des lois de la nature qui n'en seront plus subies mais d'une certaine manière refabriquées avec d'autres angoisses, celles
du dérèglement climatique, celle du manque d'énergie, de la baisse de natalité ou au contraire de l'explosion démographique. Enfin, toutes ces questions qui sont les nôtres au présent et pour l'avenir, on aurait le sentiment, à mon avis faux souvent, qu'il n'y a pas de solution à trouver ou d'outils à trouver dans les doctrines du passé. Après tout, les stoïciens ne connaissaient pas la gestation pour autrui ou le clonage humain. De la même manière, Platon ne savait et Socrate ne savaient rien de la couche d'ozone et des énergies fossiles. Et du coup, ces questions qui sont les nôtres, nous ne pourrions les traiter que tout seuls, si j'ose dire. Et comme souvent, il n'y a pas de solution en vue ou facile à trouver, l'angoisse commence à croître. Et puis, il y a l'autre versant qui consiste à penser que la philosophie existe éternellement, de tout temps, que les questions dont débattent les anciens ou les contemporains sont finalement les mêmes, qu'il y a une philosophie éternelle avec des questions éternelles qui sont constamment rebattues. Et je crois que d'une certaine manière, ça n'est ni l'un ni l'autre. Il y a évidemment des questions neuves qui sont les nôtres, mais on peut, et à mon avis on doit, essayer de les aborder et peut-être de les résoudre au moins en partie ou d'avancer dans les solutions de ces questions contemporaines avec des outils que l'on peut tout à fait emprunter aux anciens, aux classiques, aux penseurs contemporains. Autrement dit, les concepts, les doctrines, les angles, les attitudes aussi de pensée, on peut les réadapter. C'est pas parce que, pour reprendre mon exemple, les stoïciens ne connaissaient pas la gestation pour autrui qu'on ne peut pas imaginer une réponse stoïcienne à cette question. Ou c'est pas parce que Descartes ne savait rien des menaces sur la biodiversité qu'on ne peut pas du tout imaginer une réponse cartésienne à cela. Et ce qui compte, finalement, et c'est ce que j'ai essayé, disons, de rendre incarné, de rendre sensible dans ce roman, à mon avis, ce ne sont pas tellement les doctrines. Parce que ce que pense Aristote ou Diogène ou Marx même, après tout, on peut tout à fait bien le lire dans des tas de livres, il y a des tas de manuels, il y a des tas d'introductions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière ou à travers ou dans ces doctrines d'essayer de faire éprouver l'attitude philosophique qui caractérise telle ou telle posture, telle ou telle doctrine, que ce soit le platonisme ou le bouddhisme ou la pensée de Hegel, par exemple. À chaque fois, il y a une position, une attitude qui détermine des réponses diverses à des questions diverses. Et c'est cette attitude-là, comment la faire vivre, qui m'intéresse. Et puis, alors, la question comment vivre, elle ne signifie évidemment pas de donner La réponse ne consiste pas en une série de recettes. Dans le genre, alors ça c'est le développement personnel, pour lequel je n'ai pas une grande amitié, qui consiste à dire voilà ce qu'il faut, en gros, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut faire comme exercice, ce qu'il faut avoir comme training dans la tête, alors que la vraie question, c'est Socrate qui le dit. Socrate dit dans son procès, c'est une des phrases que Alice se demande si elle va se faire tatouer ça ou pas, une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas d'être vécue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous vivons évidemment tous de façon biologique. Nous pouvons vivre aussi de façon quasiment automatique, sans penser ou sans examiner ce que nous faisons, en appliquant les règles, en reproduisant les modèles qu'on nous a inculqués, etc. Mais une vie humaine véritable, c'est une vie qui se pose la question de ce qu'elle est en train de faire. Et ça, il me semble que c'est la définition la plus simple
et peut-être la plus utile de la philosophie, elle ne consiste pas, la philosophie, à avoir des idées. Tout le monde en a, plus ou moins bonnes, plus ou moins élaborées, etc. Et ça ne consiste pas non plus à défendre ces idées, parce que tout le monde à peu près sait le faire, de répondre à des objections. Ça consiste à revenir sur ce qu'on pense, à examiner, à se dire est-ce que ça tient le coup, est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça n'en a pas, comment ça pourrait avoir plus de sens. Et le comment vivre n'est pas la recette à appliquer, mais comment vivre, cela signifie selon quelle direction, avec quelle attitude et avec quelle valeur. Et c'est ça que Alice, finalement, découvre peu à peu en cherchant sa phrase. Elle finit, heureusement, par comprendre, et j'espère les lecteurs aussi, qu'une phrase toute seule ne suffit jamais. Ah, il ne faut pas dire la fin. Je ne dis pas la fin. Faut pas divulgacher le livre. Non, enfin bon, bien sûr. C'est pas non plus un roman policier. Je laisserai toutes les surprises qui se trouvent à la fin du livre pour que les lecteurs, j'espère, en profitent. Mais non, c'est pas cela. Je veux dire qu'elle comprend elle-même à mesure, finalement, qu'il faut aller de phrase en phrase. C'est Lao Tzu qu'elle rencontre en Chine qui lui fait comprendre cela, qui l'engueule même avec l'idée de se faire tatouer une phrase. Et elle en est très choquée d'abord parce que ça heurte son projet, mais elle comprend que la bonne attitude dans la pensée, c'est finalement en fonction de ce qui est en train de se passer. Il s'agit de penser le moment présent, les circonstances, la situation donnée, et pas quelque chose qui serait éternel. Autrement dit, il faut toujours plusieurs phrases, il faut peut-être le jeu entre des doctrines et des phrases pour avancer et ne pas être seulement fixé sur une seule pensée, une seule idée de manière unilatérale. Il y a quelque chose qui traverse votre livre, Roger-Paul Droit, c'est l'idée que la philosophie, c'est pas avoir des idées, c'est vivre les idées. Oui, absolument. Parce que on vit selon les idées qu'on a. Et c'est finalement la première chose, je crois, que Alice découvre et qui l'étonne, après tout, comme tout le monde, l'usage du mot « idée ». Bah, j'ai pas d'idée, ça veut dire je sais pas très bien quoi faire, ou t'as pas une idée de cadeau. On sait pas trop. Et elle découvre à quel point on vit toujours en fonction des idées que l'on a. Être heureux ou méfiant ou ambitieux, correspond à l'idée préalable que vous avez du bonheur ou de la réussite. Et finalement, si on interroge ces idées, si on les soumet à des petites épreuves, à des tests, à des objections, si on regarde de quoi elles sont faites, si on les décortique, eh bien, on découvre parfois des choses nouvelles et on vit différemment. Autrement dit, l'idée, enfin le thème central, le fil directeur, c'est que c'est selon les idées qu'on se fait des choses, du monde, des autres et même de soi-même, que l'on existe et que l'on se conduit, et que c'est en examinant ces idées, c'est finalement rien d'autre que l'intention, l'attitude même de Socrate, ça, quand il dit, j'y reviens, une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, cela signifie qu'une vie humaine, c'est une vie qui se pose la question d'elle-même, qui se pose la question de sa construction, de son rapport aux autres, de la direction vers laquelle elle veut aller, et que c'est tout cela qui nous rend à la fois responsables, humains, et peut-être capables de construire l'avenir, puisque l'émission s'intitule « Dialogue pour le présent » et aussi tenant compte de l'avenir. C'est exactement cela que fait Alice. Elle a des dialogues avec tous ces grands penseurs sages en compagnie de ces personnages et puis à travers aussi des péripéties, parce qu'il faut bien des choses qui font avancer
avancer le récit et l'action, mais tous ces dialogues, c'est pour résoudre la question présente et pour préparer l'avenir. Parce que l'idée, si vous voulez, c'est que nous vivons de plus en plus dans un temps où l'avenir semble avoir disparu. On a peur, si vous voulez, disons, l'effondrement général de la civilisation. C'est les questions d'Alice. Hein. Voilà. Oui, mais c'est les questions de beaucoup. C'est les questions de beaucoup de nos contemporains. C'est les questions de tout le monde, absolument. Et donc, l'image, le récit, l'horizon même de l'avenir semble de plus en plus bouché. Et le rapport au passé, comme je le disais tout à l'heure, semble aussi de plus en plus fermé. Eh bien, ce que j'ai essayé de faire, non pas parce que j'en serais capable à moi tout seul, mais d'indiquer comme direction, c'est que si on veut rouvrir de l'avenir, il faut aussi rouvrir du passé. Voilà, il faut, au lieu de se dire toutes ces histoires-là de philosophie, de sagesse, de doctrine, de réflexion, ce sont des vieilles choses et ça ne nous concerne plus. Il faut aller voir. Et puis, je ne prescris évidemment pas une solution, ni une doctrine, ni un enseignement. Mais il faut aller voir, chercher, et dans cette évolution et cet itinéraire, eh bien, trouver ce qui parle à chacun et ce qui va lui permettre à chacun de construire son propre chemin. Alors justement, moi j'ai fait l'exercice d'accompagner Alice, puisque vous nous y invitez dans ces différents lieux, époques, etc., pour répondre à ces questions pressantes. Et si on commence, par exemple, à faire un petit tour du côté de l'Antiquité, moi, ce qui m'a surpris avec Alice, qu'on était tous les deux, c'est la diversité de la pensée grecque, et pas uniquement grecque, parce qu'il y a les mêmes époques, il y a les Chinois, etc., de cette période. On a l'impression que toutes les questions étaient posées entre Socrate, Platon, Aristote, qui ne pensent pas du tout les mêmes choses, les épicuriens, les stoïciens, les cyniques. Enfin, on a l'impression que le paysage est déjà presque complètement, que le décor est complètement dressé. Absolument. C'est-à-dire que ce scientifique et philosophe américain, Whitehead, qui disait que toute l'histoire de la philosophie occidentale, ce sont des notes de bas de page à Platon, aux écrits de Platon. C'est évidemment excessif, mais c'est bien cette idée que chez Platon et plus généralement, évidemment, dans toute l'Antiquité, sont posées d'une certaine manière les règles du débat intellectuel, les règles de la pensée. Et qu'on peut jouer des tas de parties, y compris contre eux, mais sur l'échiquier qu'ils ont en quelque sorte établi et défini. Et c'est vrai, c'est ce que montrait Karl Jaspers, par exemple, en appelant cette grande période de l'humanité, disons le 5e, 6e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, la période axiale. Parce qu'on assiste très énigmatiquement, finalement, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi ça a eu lieu de cette manière-là, on assiste dans plusieurs cultures qui ne communiquent pas entre elles à une sorte de tournant extraordinaire. C'est la naissance des sagesses, des philosophies, des grandes conceptions spirituelles et intellectuelles du monde. En Grèce, bien sûr, avec toutes les écoles sur lesquelles je reviendrai peut-être dans 3 mots tout à l'heure et vous rappeler leur diversité. Mais dans cette même période, c'est la naissance aussi, même un peu avant, du monothéisme et surtout de l'efflorescence de la pensée juive. C'est en Inde le tournant qui a donné naissance avec les Upanishads à toute la pensée et la philosophie indienne. C'est en Chine le temps de Confucius, de Lao Tzu. Et vous avez, si vous voulez, une sorte de grand tournant intellectuel et spirituel de l'humanité, multipolaire, avec plusieurs foyers,
mais qui se situe dans cette période. Et ce qu'on oublie, effectivement, vous le rappeliez, c'est la diversité de tout cela. Parce que, si je reviens une seule seconde sur la Grèce antique, quand on parle de l'Antiquité grecque, on s'imagine que c'est un bloc, que c'est homogène. D'abord, ça dure extrêmement longtemps. L'Antiquité, en général, si on inclut les Romains et les derniers textes en grec, c'est 1200 ans. Ça va de moins 600 avec les Thalès et les premiers physiciens jusqu'à peu près au VIe siècle, où on a les derniers textes grecs. Et là, dans cette longue succession de temps, il y a aussi une extraordinaire diversité d'écoles entre les matérialistes, ceux qui croient à l'existence d'un monde autonome des idées, ceux qui les font dériver des sensations, et qui ont aussi des attitudes politiques, des attitudes morales ou éthiques, existentielles, tout à fait différents. Le rapport au plaisir, le rapport aux politiques, à la communauté, à la cité, n'est pas du tout configuré de la même manière. Par exemple, les cyniques que vous citiez, Diogène, pour vivre selon la nature, et c'est pour lui l'idéal du sage et la garantie du bonheur, c'est vivre en refusant tout ce que la société a construit, y compris les valeurs de la société. C'est vivre. Qu'est-ce que veut dire le mot cynique en grec? Ça n'est pas, comme on le croit aujourd'hui, ou comme c'est devenu, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas de remords, ça veut dire canin. Vivre comme un chien. Et traités de chiens par leurs adversaires, les cyniques ont repris cette étiquette pour la revendiquer. Oui, nous vivons comme des chiens. Ça veut dire, nous pissons dans la rue, nous ne nous préoccupons pas de la pudeur, qui est une construction sociale, nous ne nous préoccupons pas des conventions, des bonnes mœurs, de la politesse, etc. Et nous vivons selon la nature et non pas, finalement, selon la société. Alors on peut... Diogène, c'est le premier beatnik philosophique, si vous voulez, qui a existé, qui volait sa nourriture dans les temples, qui dormait dans une citerne. On l'a fait dormir dans un tonneau dans la légende, mais en fait c'était une réserve d'eau de pluie, et qui surtout ne s'embarrasse absolument pas. Il y a 1000 anecdotes à son sujet, qui ne s'embarrasse absolument pas d'aucune des conventions sociales. Quand il est en train de dîner chez quelqu'un, il va pisser le long du mur du salon, si vous voulez. Ou quand on lui dit attention, il arrive chez un type très riche, on lui dit attention, il ne faut pas cracher par terre parce que tout est propre, c'est du marbre, etc. Arrive le maître de maison et Diogène lui crache à la figure en lui disant c'est le seul endroit sale que j'ai trouvé. Bon, vous voyez. Donc, Alice découvre cet univers. Alors elle découvre cet univers de provocation absolue. Ouais. Elle en est même un peu. Elle en est même un peu choquée. Elle va. Si vous voulez, il faut. Je crois, et c'est ça aussi qui me paraît une manière d'incarner plus et mieux, je ne sais pas, mais plus la philosophie. Elle découvre que c'est pas seulement une affaire d'idées, de doctrines, de théories, c'est pas seulement des discours, ce sont aussi des actes, des manières de vivre, des postures dans l'existence, dont certaines, au début, l'étonnent beaucoup. Il y a quelque chose évidemment d'amusant, de plaisant chez Diogène, mais il y a aussi quelque chose qui peut heurter. Est-ce que tout ce qui est convention sociale est mauvais? Est-ce qu'il faut vraiment rejeter la politesse ou la pudeur de façon radicale? Il se pourrait qu'il y ait bien évidemment, dans l'ensemble des lois ou même des conventions, des coutumes sociales, quelque chose d'humanisant aussi, de débarbarisant, si j'ose dire. Voilà, mais quand Diogène dit à Alexandre le Grand,
qui était lui-même élève d'Aristote, ami des philosophes, qui donc vient voir Diogène et lui dit, en tant qu'empereur, désormais quasiment maître du monde connu, enfin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'il veut le gratifier, il veut l'aider. Diogène lui répond, ôte-toi de mon soleil. Tout simplement parce qu'il était là, il faisait de l'ombre, tout ce qu'il veut à ce moment-là, Diogène, lui, se serait chauffé. Et là, il y a quelque chose qui est une sorte de confrontation entre le pouvoir et puis la sagesse qui veut. Alors c'est une sagesse, voilà, qui est corporelle, qui est... Puis on voit que la provocation Bien n'est sûr. pas récente. Ah Elle a non, toujours c'est pas une existé. invention récente. Ça, on le évidemment. voit, Bien on le voit sûr. bien. Ouais. Alors, donc on accompagne Alice un petit peu partout. Il y a cette période de l'Antiquité qui est très très riche et on l'accompagne. Alors, on parlait tout à l'heure de boussole. Il y a une autre période aussi où on avait complètement perdu la boussole. C'est le XVIIe siècle, après Galilée, parce que le monde, d'une certaine façon, qu'on connaissait avait éclaté. La Terre était, au centre n'était plus au centre de l'univers, et le Soleil l'était devenu. Donc on était un petit peu excentré. Et elle rencontre Descartes, qui lui-même cherche aussi une boussole. Les époques qui cherchent leur boussole, finalement, il n'y a pas eu que la nôtre. Et ça revient à l'idée que vous disiez, on peut s'inspirer évidemment d'autres époques. Il y a des époques où on cherchait aussi la boussole. Oui, alors à cela près que, en tout cas avec Descartes et avec toute finalement la rationalité classique, on pense l'avoir trouvée. On pense l'avoir trouvée. La boussole, si vous voulez, pour Descartes, c'est la méthode, c'est la raison. Et cette raison, appliquant les principes à l'étude de l'homme, mais à l'étude du monde aussi, permet de découvrir des vérités scientifiques, des faits, des lois de la nature, et du coup, d'inventer les techniques qui vont changer les choses. Descartes, il dit, dans le discours de la méthode, et c'est une des phrases qu'Alice note et sur lesquelles elle réfléchit, il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie. Autrement dit, on imagine Descartes trop souvent comme simplement l'inventeur du je pense. Donc je suis du cogito, de points comme ça, de métaphysique, pas compliqué, mais purement métaphysique, alors que c'est aussi quelqu'un qui fait non seulement des mathématiques, mais qui fait des dissections, qui travaille sur ce qu'il appelle les plis du cerveau, qui s'occupe de la circulation du sang, qui s'occupe de la structure des flocons de neige, des vents, des tourbillons, et qui cherche à comprendre le monde, non pas par une pure intellection ou d'un point de vue seulement théorique, mais comprendre le monde pour pouvoir le transformer, pour pouvoir y agir. C'est la naissance, finalement, après Galilée disant que le monde est écrit en langue mathématique et qu'il faut apprendre à le lire, c'est la naissance, si vous voulez, de la science moderne qui déchiffre les structures du monde, qui cherche les lois de la physique et du fonctionnement de la nature pour pouvoir y intervenir et, comme dit Descartes à un endroit, se rendre maître et possesseur de la nature, être comme maître et possesseur de la nature. Et là, c'est ça qui intéresse Alice, mais pas pour appliquer tout cela, mais parce qu'elle découvre que c'est à ce moment-là que s'est enclenché finalement l'ensemble du monde technique qui va aboutir, à travers l'expansion industrielle, au risque majeur auquel nous nous sommes confrontés aujourd'hui à travers l'Anthropocène, la maîtrise en quelque sorte, ou la modification du climat par les actions de l'humanité. Et alors, Alice, elle a cette idée un peu folle, et qui va évidemment échouer, mais elle va comprendre pourquoi après. Mais elle a l'idée d'aller voir Descartes et de lui dire « tu arrêtes tout.
tu arrêtes tout parce que tu ne te rends pas compte. Enfin, je ne le tutoie pas, mais c'est moi qui le dis ce matin. Comme ça, tu ne te rends pas compte de ce que ça va produire. Moi, j'arrive du 21e Elle sait, elle, siècle. parce qu'elle arrive Oui, 4 siècles plus tard et elle voit les dégâts. Et voilà. Le côté positif, évidemment, de la technologie, mais aussi les dégâts qui sont en Voilà, germe. et elle a cette idée folle de vouloir dissuader Descartes de publier ses œuvres parce que ça va entraîner, entre autres choses, mais toute cette explosion de techniques, d'ingénierie et puis d'expansion industrielle, médicale, de tous les côtés, avec de bons aspects, mais avec le revers qu'évidemment Descartes et ses contemporains ne pouvaient pas imaginer, d'un dérèglement général des équilibres terrestres. Alors, est-ce qu'elle parvient à empêcher Descartes de... Ben non, pour une raison extrêmement simple. D'abord parce que lui dit que c'est déjà publié et que c'est un peu tard, mais surtout parce que les boucles temporelles, c'est une illusion. Et ça, elle le comprend. Elle est d'abord très choquée d'avoir échoué. Elle avait l'impression de sauver le monde. À un moment, Alice, évidemment, et c'est le rapport qu'on pourrait... Le tournant entre l'Antiquité, les sagesses, et puis le début des temps modernes, avec la Renaissance et l'âge classique, elle se révolte parce qu'elle a le sentiment que tout ce qu'on lui fait visiter en Grèce, en Europe, en Orient, parce qu'elle va aussi en Inde, elle va en Chine, que tout cela, c'est bien joli, c'est très intéressant, mais c'est pas aujourd'hui. Et surtout, quel est le rapport, c'est ça sa question, et même à un moment sa colère, quel est le rapport entre toutes ces belles et grandes sagesses et puis le climat, l'écologie, la vie d'aujourd'hui. Elle fait un peu sa Greta Thunberg. Là. Voilà, et c'est une cousine de Greta Thunberg qui évolue. Ouais. C'est-à-dire que j'espère qu'elle est moins radicale et peut-être un peu plus équilibrée à la fin qu'au début. Et elle comprend que les choses ne sont pas noires ou blancs, ne sont pas aussi simples qu'elle veut bien le dire, et qu'il faut, ou qu'elle le croyait autrefois, façon Greta Thunberg, les questions existent, mais les réponses ne sont pas aussi simples et aussi radicales que le croyait Alice au début et Greta Thunberg encore maintenant. Mais en tout cas, Alice, dans votre livre, hein, je rappelle, Roger Paul-Roy, Alice au pays des idées, Alice, elle n'a pas froid aux yeux. Hein. C'est-à-dire que ça ne l'impressionne pas du tout de rencontrer des grands philosophes qui ont passé leur vie à écrire, à travailler, etc. Elle leur pose des questions. Quand les réponses ne lui paient pas, elle le dit. Elle le dit, oui, bien sûr. Je n'ai pas fini de vous expliquer pourquoi elle échoue. Ah, d'accord. Non, mais d'un mot, parce que les boucles temporelles, c'est-à-dire vouloir intervenir dans le passé, même quand on voyage dans le temps, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher tout simplement parce que, c'est sur cet exemple qu'elle comprend, si vous allez tuer votre grand-père, vous-même n'existez plus par définition. Il y a donc quelque chose d'impossible à l'idée, peut-être pas d'impossible à voyager dans le temps, on le fait constamment par la pensée, mais il y a quelque chose d'impossible à intervenir dans le passé, à travers une boucle temporelle, puisque ça modifie le présent où vous êtes, et donc vous risquez de ne plus exister. Il y a une impossibilité, si vous voulez, radicale. Voilà. Mais quand vous disiez, oui, alors elle pose des questions directes. Oui, bien sûr. Pourquoi d'ailleurs ne pas le... Elle est aidée en cela par cette grosse dame qu'elle a fait objection. On m'a demandé l'autre jour pourquoi est-ce une grosse dame. Et je n'ai pas su finalement au départ, et je me dis finalement c'est parce qu'une objection elle est toujours forte. Ouais. Il faut qu'une objection soit forte, et finalement j'ai incarné dans cette sorte de fée un peu large qui tient le coup finalement quand elle a
elle voit face à un discours, face à une affirmation philosophique, elle rappelle toujours l'inverse ou la faille ou l'objection possible parce que, et je crois que c'est important pour comprendre la pensée, mais c'est important pour la marche aussi d'Alice vers un peu plus de lucidité, une affirmation philosophique, quelle qu'elle soit, elle est toujours étayée évidemment par des arguments, mais il y a toujours des arguments contraires. Il y a toujours une affirmation opposée. Et le travail de la réflexion, ça n'est pas d'abonder directement dans, si vous voulez, un sens, mais c'est de faire la balance entre les deux, c'est de chercher où sont les failles, et c'est comme ça qu'on examine sa propre pensée, c'est comme ça qu'on examine les propositions, les valeurs. Sinon, vous êtes toujours avec cette idée que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Et effectivement, si Alice progresse d'une façon ou d'une autre, c'est en comprenant qu'elle a son chemin à faire au milieu de toutes ces doctrines. Au début, elle dit qu'elle a l'impression d'avoir la tête comme une lessiveuse, si vous voulez, vous voyez. Et je comprends, j'ai souvent vu les élèves de terminale, les étudiants de philosophie, quand ils passent d'une doctrine à une autre. La première doctrine avait raison, la deuxième donne aussi l'impression d'avoir ses raisons et de pouvoir convaincre. Qu'est-ce qu'on fait ? Cette perplexité, elle est, je crois, un des points de départ sur lesquels il faut travailler. Il ne s'agit pas non plus de dire « ah bah ça c'est du 50-50, on va prendre un petit bout de ça, un autre petit bout ». Il y a quelque chose qui est fondamentalement, comment dirais-je, non pas inquiétant, mais à travailler en permanence. Ça ne s'arrête jamais, la réflexion. Si vous voulez un kit pour agir, penser et agir et cesser de penser d'une certaine manière, cesser de réfléchir, alors voyez, n'importe quel fanatisme, n'importe quel totalitarisme vous fournira le clé en main, le prêt-à-penser nécessaire. Mais si vous voulez faire votre propre chemin et si vous voulez savoir ou tenter de chercher où est votre itinéraire à vous, alors il faut accepter de se confronter à toutes ces pensées et aux attitudes différentes pour finalement essayer de trouver la sienne. Alors, si on suit un petit peu Alice dans ses pérégrinations, on arrive à des époques plus récentes où il y a toujours des réflexions sur la vie, sur le monde, sur la cosmologie. On laisse le lecteur découvrir toutes ces questions, Leibniz, Kant, Hegel, etc. Il y a aussi au niveau de la politique, elle rencontre des gens qui ont des idées un peu bizarres quand même aussi. Par exemple, elle rencontre Machiavel et qui lui dit, en gros, le monde s'explique par deux principes, la virtu et la fortuna. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle commence à avoir une vision du monde, de la vie politique, du pragmatisme, qui ressemble beaucoup finalement à l'époque dans laquelle on vit. Machiavel est le penseur de la politique comme rapport de force, dans lequel évidemment nous sommes aujourd'hui, et en France jusqu'au cou. Mais c'est l'idée, si vous voulez, que il s'agit de penser, pour Machiavel, non pas un monde idéal, mais ce qu'il appelle la vérité effective des choses. Et là, il y a la découverte, finalement, par Alice, de quelque chose qui lui fait d'abord un peu peur, parce que c'est une pensée parfois difficile à supporter, que tous les beaux discours, les grandes valeurs, les idéaux qui sont affichés ne sont que des moyens pour une seule fin et un seul objectif, qui est la conquête et la conservation du pouvoir. Et c'est ça que Machiavel, parce qu'il a vécu à Florence, il a eu
à négocier des traités de paix, des compromis, à calmer des révoltes. Enfin, c'est un grand politique de l'ombre, un grand énarque, si vous voulez, dans la situation contemporaine. Et quand il prend, non pas sa retraite, mais qu'il est en disgrâce, alors elle lui rend visite dans sa maison, qui est à 1 heure de cheval du centre de Florence. Et le soir, quand il écrit son maître-livre Le Prince, après avoir toute la journée traîné dans les bois, chassé la grive, s'être un peu couvert de boue, va être passé au cabaret jouer avec les marchands, il se fait beau, il met ses habits de cour et il écrit. Et il écrit en compagnie, si je puis dire, de Platon ou d'Aristote, ou ça, mais pour dire autre chose, qui est que la réalité du politique, c'est l'accès au pouvoir. Et quand on y a accédé, tous les moyens pour le conserver. Y compris, effectivement, la ruse, le mensonge, voilà, parce que ce qui compte, c'est le pouvoir et l'exercer. Et cette, comment dirais-je, astuce, réflexion, tactique, cette intelligence de la ruse, comme disaient les Grecs, cette intelligence-là, il l'applique uniquement aux politiques, indépendamment de toute considération morale. Et cette pensée-là, si vous voulez, qui est comment ça fonctionne, plutôt que ce qu'on en raconte ou ce que ça affiche, c'est quelque chose qui fait effectivement un peu peur au début à Alice, mais qui l'éclaire. Il y a des mécanismes qu'il faut considérer et dont il faut prendre la mesure, indépendants des discours qui sont affichés. On croit que c'est des grands idéaux, on croit que ça... Non, il s'agit uniquement de qui commande, à qui et de quelle manière. Et moi, j'ai été très saisi par cette pensée quand j'étais avec Alice là, dans votre livre, puisqu'on a le droit de rentrer dans votre livre. Parce que c'est, oui, c'est tout à fait libre. C'est justement, je me suis dit, ce prince dont l'unique but, c'est de conserver le pouvoir, à notre époque, c'est quand même fascinant. On a un certain nombre de princes qui ne pensent qu'à développer leur empire. Poutine, Xi Jinping, Donald Trump, Erdogan. Enfin, ça, on a l'impression qu'on vit. Alors, est-ce que c'est un moment particulier de l'histoire? On vit avec des princes qui sont absolument décrits dans le détail par les intuitions de Machiavel. Ça existait à son époque déjà, mais ça existe toujours maintenant. Oui, bien sûr, parce que l'essence, si je puis dire, la nature du politique n'a pas fondamentalement changé. Mais il faut non pas croire que tout le monde est absolument cynique au sens moderne du terme et qu'il n'y a que des rapports de pouvoir, il y a peut-être d'autres... Mais il faut, à côté d'autres choses, il faut savoir discerner ces rapports de force. Il n'y a pas que, mais si on imagine qu'il n'existe pas, la phrase importante de Machiavel, celle en tout cas que note Alice, parce que même si elle a abandonné un peu le rêve de se faire tatouer quelque chose, elle continue à noter les phrases et à les mettre dans son carnet. La phrase de Machiavel, c'est « Il est plus pertinent de suivre la vérité effective des choses que l'idée qu'on s'en fait ». Vous voyez, si on se fait seulement du politique l'idée qu'il s'agit d'améliorer le bien commun, de souder une communauté, de défendre le peuple, les libertés, et qu'on ne voit pas que derrière ces discours, pas nécessairement contre eux, mais à côté et en sous-main, il ne s'agit que d'accéder au pouvoir ou que de le conserver, en bernant, en fabriquant des leurres, en entretenant des illusions. Si on ne voit pas cela, alors on est borgne d'une certaine manière. Roger-Paul Roy, on arrive au bout de notre émission. J'avais d'autres questions. Regardez, il reste 2 minutes 20. J'ai une dernière question et donc répondre en moins d'1 minute. Mais
est-ce que, Roger Paul Droit, vous pourrez encore écrire un autre livre après celui-là? Parce qu'il y a tout, finalement. Ah non, il y a toujours à l'intérieur du tout des éléments à continuer. J'ai plusieurs idées en tête et même plusieurs choses en route. Donc c'est pas parce qu'il y a tout qu'il y aura pas autre chose. Voilà. Il y a toujours plus que le tout. Merci Roger Paul Droit. En tout cas, merci d'être venu au micro de Pile Poule. Je rappelle ce très beau livre à mettre entre toutes les mains, à partir de 7 à 77 ans, disons les choses, même bien au-delà que 77 ans. Alice au pays des idées, comment vivre, un roman philosophique publié chez Albin Michel. Merci Roger Paul Droit d'être venu à Pile Poule. Merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.